Les podcasts de la 47e édition de Cinéma du Réel. Débat à l'issue du film de Gianluca Matarese, Jen, avec le docteur Bini, protagoniste du film. Merci beaucoup. Merci. J'invite ici sur scène Donatella Della Ratta, co-autrice du film. Et puis, je sais que vous l'attendez, the one and only Dr. Maurizio Bini. Merci. Dans la salle, il y a aussi Giorgia Villa, la monteuse du film, qui est ici avec nous. Et puis, on va parler un petit peu. J'invite ici sur scène Yolande, que j'ai chaleureusement invitée ici. Et on a des micros, juste. Ok. Un micro. Je veux commencer à passer la parole, si vous voulez, à Dr. Bini. Excusez-moi, mon français n'est pas suffisant pour faire une présentation. Parce que je parle un peu la langue. Attends, non è acceso. Sì. J'ai acheté seulement une petite maison en sud de la France. On peut parler de baguette ou de la plage, mais pas Attendez. de situation clinique comme cela. Alors, j'espère que vous avez la possibilité de me pardonner si je viens d'utiliser une autre langue. Mais avant de terminer mon français, je voudrais dire une dernière chose. Je voudrais remercier pour tout que vous faites pour les talentueux italiens qui vivent dans votre pays. Vous devez être une tradition pour ça, et je veux vous remercier beaucoup pour ça. Now I move to English or Italian or another language now. No. Merci beaucoup de tout pour venir vers vous. Donc l'idée, c'est aussi qu'on ait une conversation entre nous. Et Yolande, je voulais te poser des questions par rapport au fait que, voilà, tu as même aussi, cette année, Yolande a réalisé un film, La Belle de Gaza, qui était au Festival de Cannes, et un film qui aussi explore des thématiques qui sont proches dans ce film. Yolande est documentariste, réalisatrice et cinéaste que j'apprécie beaucoup. Je voulais savoir si tu avais des choses à dire à Bini, tout simplement. D'abord, bravo. Merci. C'est magnifique ce que vous faites. Et le fait de mélanger d'un côté le travail de transition et de l'autre le travail de fertilité, je trouve que ça a tellement à voir, puisque c'est vrai que dans les deux cas, il s'agit de naissance. Que toutes les femmes trans que j'ai rencontrées, puisque moi c'est des femmes trans que j'ai rencontrées, me parlaient de naissance, du fait d'être enfin née. Et il y a un personnage qui me touche beaucoup dans vos patients, c'est celui qui vit dans le petit village. Ouais. Et quand il dit que c'était une question de vie ou de mort, et je pense qu'il s'agit réellement de ça pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire que c'est pas un choix, c'est une évidence. C'est tout simplement devenir ce qu'on est. Et c'est ce en quoi, moi je trouve que souvent, les gens que j'ai rencontrés qui ont fait ce chemin sont humainement devant nous. Parce qu'au fond, devenir ce qu'on est, c'est un peu le but de tout le monde. Et aussi, ils m'ont dit alors quelque chose, je sais pas, il y a une femme qui m'a dit qu'avant d'être opérée, elle a eu l'impression de mourir avant de renaître, et que dans ce moment de mort, elle avait l'impression d'être en contact avec des esprits, et qu'il y avait quelque chose d'absolument surnaturel presque pour elle. Donc je ne sais pas si vous avez rencontré ça. Allora, io faccio solo il mio mestiere, poi mi rendo conto vedendolo che faccio esseri umani, che è una cosa che per me è un lavoro come un altro, ma forse visto da fuori non è un lavoro come un altro. Li faccio con gli embrioni, li faccio quando sono adulti, facendoli diventare delle persone nuove.
Sembrano due cose così diverse, non lo sono in realtà, perché come dico, situazioni nelle quali ormoni sono ad alte dosi e uno dà origine a nuova vita, sono queste due, sono le stesse cose. È una medicina di confine, dove non si sparano proiettili, ma si sparano tanti pregiudizi, e forse qualcuno deve presidiare questo confine con un po' di coraggio e un po' di gentilezza. È un modo di presidiare i confini che non si usa, non è di moda in questo momento, o si lascia passare tutto o si fanno dei muri e si spara. Invece c'è questo modo intermedio di presidiare i confini con gentilezza coraggiosa, che è quello che insomma cerchiamo di fare tutti i giorni. Così. À vrai dire, moi j'ai juste l'impression que je fais mon métier, que c'était juste un métier. Et puis oui, finalement, à force, je me suis rendu compte que ça avait effectivement à faire avec la nature même de ce que c'était qu'être humain. Et bien sûr, de faire les deux choses, finalement, ça revient toujours au même, puisque c'est une histoire d'hormones et oui, de naissance. Et finalement, les choses se croisent et je me rends compte que c'est une médecine qui a à voir de toute façon avec la question des frontières, et que c'est d'une certaine manière une médecine sans frontières, alors qu'on est effectivement dans une époque où au contraire, soit les frontières sont plus que poreuses, soit au contraire on va bâtir des murs ici et là. Donc non, moi je me contente de faire cette médecine d'entre-deux, sans préjugés, sans voilà, plus d'idée d'accueillir les gens toujours avec la même gentillesse et la même bienveillance. Sì, allora il y a... Ah, no, parlo pardon, in italiano. Il film è diviso in una parte silenziosa all'inizio, una parte molto parlata al centro e una parte ancora silenziosa alla fine, e le cose che fondamentali, cioè la nascita, il concepimento e la morte del capriolo e la connessione con la natura, che è l'unica connessione importante che abbiamo perso in questo mondo iperconnesso, avvengono nel silenzio. C'è una cosa che diceva Kierkegaard, diceva che Dio parla a bassa voce e si sente solo se non facciamo troppo rumore. In questo senso un film che è così scientifico tocca delle corde sì, religiose sull'esistenza che magari non erano espresse all'inizio, ma che si sentono. Se ne sentono delle altre, per esempio una cosa che ha detto una spettatrice americana, che si sente che sappiamo cosa facciamo senza dimenticare ciò che tocchiamo. Con questo mestiere questi sono i due pericoli: non sapere cosa si fa, cosa si dice, oppure aver dimenticato che cosa si tocca. E invece forse nel film queste due cose riescono ancora a stare insieme. Oui, c'est vrai que le film est construit un peu en trois parties, avec au début des moments très de silence, au milieu beaucoup plus bavard, puis un retour au silence et à la nature à la fin. Mais finalement, il s'agit d'un bout à l'autre des choses essentielles de la naissance, depuis la conception jusqu'à la mort. Et ce sont des choses qui sont toutes aussi liées à cette nature qu'on retrouve au début et à la fin, et de laquelle on est tellement déconnecté en ces temps de contraire hyper-connexion. Mais comme disait Kierkegaard, Dieu parle à voix basse, et il ne faut pas trop élever la voix. Et là, c'est vraiment dans ce monde-là que je me situe, et l'important est toujours de ne pas oublier ce qu'on fait et ce à quoi on touche, de rester toujours en contact avec ça. Donc, de cette manière, oui, on peut voir un aspect un peu de toucher à des choses qui seraient plus du domaine du religieux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, vous pouvez aussi demander des consultations, Bini. À chaque fois qu'on terminait des... Bonsoir, merci. Bravo pour ce beau film. J'ai juste une question, c'est quoi, quel a été l'incident déclencheur? Quel est le moment où tu t'es dit,
j'ai envie de faire ce film? Alors, je dis chaque fois que les films, pour moi, c'est des rencontres. Et ça, c'est une vraie rencontre qui a eu lieu grâce à l'intermédiaire de Donatella Della Latta. C'est déjà aussi un dialogue entre nous. Donatella, je vais t'expliquer, tu vas expliquer comment le film a été... voilà, vas-y. Je vais traduire si tu veux. Non, mais... En fait, on s'est rencontrés parce que on s'est rencontrés grâce à Maria Bonsanti qui est ici dans la salle. On a fait des vacances ensemble et elle était enceinte, Donna. Et on a beaucoup... Il y avait un film à Venise qui era sulle questioni di genere. Oui, j'avais un film qui explorait aussi des questions liées au genre. Et on a beaucoup parlé, on sympathisait, on s'est dit, ce serait bien de faire quelque chose ensemble. Donatella est professeure à l'université américaine de Rome, la John Cabot University, en Media Studies, et qui inclut aussi Queer Studies aux États-Unis, et anthropologue. Et elle a commencé à l'époque, et voulait commencer à écrire un livre qui finalise maintenant, sur l'histoire sociale et l'économie politique de l'hormone dans la fertilité in vitro, dans le procédé de la fertilité FIV, et le processus de traitement de gender assignment. Et cherchait un endroit où aller faire son enquête, son observation. Et son gynécologue de Rome lui a conseillé d'aller voir Dr Bini parce que ce qu'il fait est assez atypique. Au même endroit, il s'occupe de ces deux domaines. Donc, en connaissant mon travail, ma manière de travailler, ma méthodologie, il m'a dit « Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Je pense qu'il y a la matière pour faire un film. » Et après le premier jour, on a passé une demi-journée avec Maurizio dans son ambulatoire. On est sorti de là et on a compris qu'on avait déjà un film après un jour. Et c'était une évidence. C'était une évidence aussi la position, l'angle. C'est-à-dire de rester au bord de cet endroit qui était un endroit safe, un espace très en sécurité entre patients et médecins. Et surtout, on a compris tout de suite que l'endroit, le thème du film, c'était vraiment l'accompagnement médical. C'était pas aller plonger dans la vie privée ni du patient et ni du docteur. Souvent, je me retrouve à voir des films aussi dans des thématiques de ce genre, et souvent on a des récits qui sont racontés par la première personne, et souvent le spectateur est mis dans une position verticale où on voit un parcours de souffrance et de douleur. Et là, justement, c'était pas cette direction-là qu'on avait envie de prendre. J'avais vraiment envie de rester à la taille de cet échange et de me positionner vraiment au bord de cet échange, et même pas à la place de médecins où on a souvent des récits de vie de merde de médecins, des responsabilités de médecins, mais rester vraiment dans cet espace-là, c'était un dispositif très clair qu'on a compris rapidement. Et là, l'envie est née tout de suite. On s'est fait envahir par ce fleuve d'humanité. Voilà. Mais l'habilité n'est pas du champignon qui trouve le champignon. Hein. Oui, il y a, je ne sais pas dans quel pays on était, dans quel festival, il y a quelqu'un qui a dit si vous n'avez pas eu Bini, vous n'aurez pas eu ce film. Et moi, j'ai dit, s'il n'y avait pas eu un filmmaker qui raconte l'histoire de Bini, on n'aurait pas découvert son histoire. Vas-y. J'en profite, il n'y a pas d'autres questions. J'avais une question pour vous, docteur. J'étais très frappé par votre voix. Vous avez une voix qui enveloppe les patients. C'est très extraordinaire, et indépendamment du fait que vous le faites visiblement en français, en chinois, en arabe, ce qui est très impressionnant. J'avais envie de vous demander à quel moment vous avez trouvé votre voix au propre et au figuré, parce qu'en français c'est le même mot pour le chemin et pour la voix, comme vous savez. À quel moment vous vous êtes dit je suis au bon endroit? Parce que dans une vie de médecin, est-ce que vous avez, je sais pas, à 15 ans vous vous êtes dit je vais faire de l'endocrinologie pour la transition de genre, ou il y a eu un chemin un petit peu plus long qui vous a amené où vous êtes, et à quel moment vous vous êtes dit ouais, c'est bien, je suis là, je suis au bon endroit? Pour la voix, je vais parler avec ma mère. Hein, je peux dire quelque chose pour la voix, mais je sais pas.
je ne sais pas bien qu'est-ce que fait. Parce que c'est la casualité, c'est... Ah no, la casualità è la cosa più importante nella vita. Cioè una antropologa partorisce a Roma e io mi trovo qui su questo schermo, cioè nel senso che è anche la casualità di questo lavoro, perché 35 anni fa l'endocrinologo che si occupava della transizione andò in pensione, l'ospedale chiuse il servizio e le persone che stavano facendo la transizione fecero una grande manifestazione e allora il direttore dell'ospedale venne da me, che era un giovane, ingenuo, giovane ginecologo che si occupava di contraccezione, menopausa e quindi di ormoni e dissero mi tieni un secondo questo servizio in attesa che lo riorganizziamo. È un po' come Atlante che ha detto ad Ercole tieni questo mondo un minuto e poi va a donne. Ecco, sono passati 40 anni e non sono riuscito mai a ridarlo indietro. Quindi credo che non so se sono al posto giusto, mi sono trovato lì al posto giusto e ho cercato di fare il mio meglio per quello che potevo. Je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne place, mais c'est toute une histoire de causalité, de ce qui se passe, de ce qui advient. Regardez, on est là avec une anthropologue qui travaille à Rome et je me retrouve avec elle, moi, l'endocrinologue, sur le même écran. Donc on partage des choses comme ça, parfois curieuses. Mais à vrai dire, moi, j'ai débuté donc, comme endocrinologue et quand je suis arrivée là, je faisais juste tout ce qui était gynécologie et obstétrique. Parce que le service qui se préoccupait des questions de transition de genre venait de fermer et la personne partait à la retraite et il n'y avait pas de relais prévu. Et à cause de la fermeture de ce service, il y a eu de grandes manifestations devant l'hôpital et ailleurs pour maintenir cette possibilité, cette offre de service médical. Et c'est là qu'ils sont venus me voir en disant non, il faut au moins un peu rouvrir et maintenir cette activité. Voilà. Et moi, j'étais un jeune gynécologue obstétricien et finalement, je suis partie là-dedans. Et ça fait, au lieu d'être un peu, ça fait 35 ans que j'ai tenu ce poste. Donc, est-ce que c'était le bon endroit? Ça s'est trouvé. Alors, merci d'avoir fait ce film, hein, déjà. Bravo, Gianluca, bravo, Donatella. Je savais que j'allais l'adorer parce que j'aime tous les films de Gianluca. Et en fait, je voulais juste parler de ce côté médical. Merci d'avoir parlé de la PMA de cette manière-là et d'avoir donné un peu d'espoir à toutes les femmes qui sont passées par là ou qui veulent le faire. Est-ce que votre hôpital est ouvert aux femmes, aux couples qui viennent de France? C'est ouvert, oui, bien sûr. Vous êtes de la communauté européenne. On peut le faire. On peut vous envoyer des copines, quoi. Voilà, mais c'est plus facile è più facile quando non ci sono i soldi in mezzo. Questo è un servizio pubblico. Quindi io, come tutte le persone che lavorano nei servizi pubblici, il mio scopo è non lavorare. Se io non lavoro vuol dire che tutti stanno bene, tutti sono felici, tutti sono sani. Quando c'è il denaro in mezzo, il mio scopo è lavorare di più. Quindi sono due scopi completamente diversi. Quando non c'è il denaro in mezzo, tutta l'energia la puoi mettere nel cercare di trovare la cosa giusta per quel paziente. Dopo è tutto in discesa, una volta che hai fatto quella cosa lì. Quindi questo è un problema. Anche gli americani, per esempio, hanno avuto un grosso impatto per la loro medicina contrattualistica. Dimmi cosa vuoi, ti dico quanto costa. Questa non è una medicina così. Tu dimmi cosa vuoi, vediamo insieme se quella è la cosa giusta, che è un po' diverso, insomma. Mais tout est malheureusement une question d'argent. Nous, c'est un service public de l'hôpital, donc c'est bien sûr des prestations qui sont, des services qui sont gratuites. Mais comme je dis toujours, puisque je suis un fonctionnaire, moi, mon but, ça devrait être de travailler le moins possible, ce qui voudrait dire que dans le monde, tout irait bien, qu'il n'y aurait plus de problèmes de santé qui nous entoureraient, puisque nous, on n'aurait rien à faire. Mais dès qu'on commence à avoir des services
qui deviennent payants et que l'argent s'en mêle, ça complique absolument tout et surtout ça détourne des vrais objectifs ou des vrais caps. Alors qu'en fait, moi, ma priorité, ça doit toujours être est-ce qu'on fait le bon choix médical, est-ce qu'on fait la bonne orientation et pas combien ça va coûter, puisque tel ou tel choix médical, comme on le voit aussi aux États-Unis où les mêmes problèmes se posent, c'est je vais faire telle intervention, ça coûte tant. Ah, mais on ne s'est pas posé la question du bon choix, on s'est posé la question de combien ça coûte. Donc voilà, dès qu'on a des problèmes de financement et qu'on n'est plus dans un service public gratuit, ça complique toutes les choses. C'est intéressant ce que tu dis en rigolant. Est-ce qu'une Française peut venir en Italie? Mais en fait, dans ce qu'il fait Bini, il dit tout le temps qu'il est aussi au bord, ce médecin sur la frontière, mais il est très renseigné sur la législation des pays qu'il y a autour dans l'Europe par rapport à non seulement la procréation, la reproduction, mais aussi dans le côté gender assignment. Mais il doit savoir ce qui se passe dans les autres pays, non, pour pouvoir conseiller et pouvoir faire ce qui est pas légal ici, et comme ça peut être légal pour le patient ailleurs peut-être, non? Una volta si chiamava turismo riproduttivo, poi si sono arrabbiati i riproduttivi perché dicevano che non andavano a fare una cosa piacevole, allora si è chiamato medicina transfrontaliera e sono arrabbiati i transfrontalieri che dicevano che andavano a lavorare facendo più fatica. Adesso si chiama legal shopping, cioè vai a comprare la legge che ti serve, ma qualsiasi cosa si può fare in qualcuno dei paesi. Il fatto che a 50 chilometri da dove tu stabilisci la verità assoluta, ogni governo stabilisce una verità assoluta, senza rendersi conto che a 50 chilometri c'è un'altra verità assoluta e là c'è un'altra verità assoluta. Quindi dovrebbero relativizzare fortemente la loro posizione, visto che è così poco diffusa nel mondo. Invece ognuno, ogni governo, ogni politico che passa, ogni persona prende una posizione dura, decisa, definitiva su questi argomenti, senza pensare che proprio di quanto è facile vedere quanto sia relativa. À une époque, tout ça s'appelait justement du tourisme médical, puisqu'on doit savoir ce qui se passe où, et peut-être on peut faire quelque chose dans tel pays et pas dans un autre. Et puis évidemment, tous les patients, mais aussi les médecins, ont dit, mais attendez, c'est pas du tout du tourisme, c'est pas un truc, une partie de plaisir, ce qu'on va faire là. Ensuite, ça s'est appelé une médecine transfrontalière, et les transfrontaliers qui vivaient à cheval entre deux pays ou deux frontières, ça les a aussi beaucoup énervés. Donc maintenant, ça s'appelle des questions de trouver la bonne loi, effectivement, et c'est toute la problématique, puisqu'on se retrouve avec des gens qui vont peut-être des deux côtés d'une frontière être à 50 km d'écart, avec des législations totalement différentes dans des pays ou des États différents. Et malgré cela, de chaque côté, il va y avoir un gouvernement qui établit de manière stable et dure et très forte et affirmée sa loi, ses délais, son type de services médicaux qui peuvent se faire ou non, sans se soucier de ce qui se passe 50 kilomètres plus loin. Pardon. Oui, de la même manière pour le parcours de transition, et par exemple en Italie, il y a plusieurs figures qui sont impliquées. Nous avons le médecin, la psychologue, et puis on a un juge, un avocat. L'avocat, le patient doit avoir une sentenza, comme on dit ça, une validation, un verdict du juge pour pouvoir changer le document, le papier. Et à ce moment-là, on peut avoir tout pris en charge par l'État. Ça, c'est un chemin qui était en Italie, mais ailleurs, c'est pas pareil. Par exemple, Yolande, tu en parlais par rapport à dans le pays qui était à explorer, c'est pas du tout le même parcours, par exemple. Il n'y a pas un juge impliqué dans l'histoire, il n'y a pas un avocat. La vérité, c'est que je ne suis pas du tout une spécialiste de ça. Je peux pas. Moi, j'ai pas investigué le côté opératoire. J'ai juste investigué des femmes qui avaient tellement de frontières en elles que ça m'intéressait de voir comment elles voyaient le monde. Mais j'étais pas du tout sur cette ligne-là, donc
peux vraiment pas parler comme une spécialiste puisque je le suis pas. Per esempio, Spagna e Inghilterra hanno l'autodeterminazione, cioè una persona può andare all'anagrafe e dire di che sesso è, senza aver fatto nessun percorso, senza aver visto nessuno specialista, afferma il suo genere da solo. Qualche volta si crea qualche problema, c'è stato un problema in Inghilterra di una signora anziana che voleva fare il pap test con una ginecologa femmina e si è presentato un giocatore della nazionale di rugby alto 2 metri con la barba che diceva di essere una donna. Allora in questo problema vedete come i diritti confliggono, no? Se uno va troppo avanti poi alla fine va a toccare il diritto di qualche altra persona, quindi bisogna trovare un giusto equilibrio anche in questa cosa. Oui, il y a des pays, au contraire, comme l'Espagne ou l'Angleterre, où au contraire, les choses sont extrêmement simples et c'est une question d'autodétermination. Donc, chaque personne peut décider d'elle-même librement qu'elle est de tel ou tel genre et l'affirmer comme telle sans avoir à faire tout le parcours préalable, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits. En même temps, ça peut avoir aussi ses limites. Et il y a eu un cas comme ça en Angleterre d'une dame âgée qui venait juste pour faire un examen gynécologique. Et elle avait bien insisté qu'elle voulait que ce soit fait par une femme. Et arrive en face d'elle quelqu'un de barbu et qui ressemblait plutôt à un imam ou quelque chose comme ça. Et qui dit « Mais non, je suis une femme ». Donc la question du droit, elle est aussi à prendre avec des pincettes selon les cas de figure et que le droit des uns ou des unes respecte celui des autres. Question. Oui, bonsoir. Moi j'avais une question concernant le virage politique aussi qui se produit en Italie. Est-ce que vous avez ressenti, déjà au cours de cette dernière décennie, des changements, des changements de centre d'intérêt portés à votre service? Est-ce que vous avez reçu des menaces, justement, ou une pression de la part du gouvernement No. La question è chiara. No, ma il messaggio anche è questo. Se questa cosa è possibile in Italia ed è possibile nella regione italiana più a destra di tutte, che è la Lombardia, che da 38 anni ha un governo di destra, quindi se questa cosa è possibile lì, è possibile ovunque. Perché si può prendere anche da destra questa cosa, si può prendere che questo è qualcuno che tiene un confine. La sofferenza è facile dimenticarla se non la vedi così, se è lontana, cioè tu puoi mettere muri sugli immigrati perché non li hai visti, ma quando la sofferenza è così vicina, anche la destra capisce che bisogna in qualche modo gestire questa cosa, bisogna gestirla. E forse questo modo di gestirla, che non è un liberi tutti, ma è un facciamo insieme la cosa più giusta, meno dolorosa per tutti, per te, per i tuoi genitori, per la società, facciamola insieme, è un messaggio che alla destra non dispiace del tutto, Mais regardez, si on peut continuer ces pratiques et faire ça en Italie depuis 35-38 ans, et encore aujourd'hui, a fortiori dans la région la plus à droite d'Italie qu'est la Lombardie, c'est bien qu'on peut le faire absolument n'importe où. Et pour tout vous dire, sur ces problématiques de changement de transition de genre, du côté de la droite italienne, c'est pas un refus massif. Si les choses sont dites clairement, vous pouvez mettre des frontières partout et les immigrés, si on ne les voit pas, ben ça n'existe plus et on peut dire et faire n'importe quoi. Mais cette souffrance qui est là, en bas de chez vous, devant la porte ou partout autour, comme on ne peut pas la nier, la droite va finalement aussi la prendre en considération. Et donc, non, ils permettent tout à fait que les choses se fassent. Et la question, c'est de se dire, OK, on va le faire ensemble de la manière la plus juste et la meilleure et la plus favorable à la fois
aux parents, aux personnes qui sont concernées et à la société. Donc c'est vraiment une manière de trouver l'équilibre de le faire ensemble. Mais donc il n'y a pas de souci particulier en Italie maintenant là-dessus. Il y avait deux questions. Bonsoir. Avant de poser ma question, je voulais juste, concernant l'auto-affirmation de genre, je sais qu'en Espagne, je crois qu'en Angleterre, ça doit être à peu près la même chose. Ça concerne le changement social de nom et de papier. Donc, la question de la transition médicalisée, c'est une autre chose. Voilà, c'est juste pour éclaircir un peu l'exemple que vous avez donné de médecins en Angleterre. Donc c'est bon, ça c'était juste. Par contre, j'ai une autre question. C'est des fois en parlant avec des personnes sur la question de la transition de genre, je suis tombé sur des gens qui me disent c'est dangereux parce que des fois les gens regrettent. Souvent ils vont me donner des exemples de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a regretté, qui du coup fait une détransition. Et donc voilà, donc je voulais savoir si parmi vos patients, aussi parmi vos connaissances professionnelles, vous êtes tombé sur beaucoup de personnes qui ont détransitionné. Et quelle est à peu près la statistique, le nombre? Et selon vous, quelles seraient les raisons de ce regret? Alors que, de mon point de vue, il n'y a pas de... Je pense que c'est d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec vraiment le genre avec lequel la personne se reconnaît. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà. Parlo, chiedo scusa. Prima questione. Io lo capisco che il letto delle persone che transitano è troppo affollato. Ci sono dentro chirurghi, avvocati, medici, psicologi, amministrativi, dell'anagrafe. È vero, è troppo affollato. Per essere una minoranza sessuale è diversa da tutte le altre dove i letti sono solo affollati col partner che uno si è scelto. Quindi lo capisco che questo è un problema. Capisco però che anche è una situazione leggermente diversa, perché è vero che anche le altre minoranze sessuali non hanno bisogno della sanità, non hanno bisogno dei farmaci, non hanno bisogno della chirurgia, e se spingiamo troppo l'equivalenza con le altre minoranze sessuali, tutto questo diventa non più un problema sanitario e quindi tutto a pagamento del soggetto, perché diventa medicina estetica. Una persona omosessuale che vuole farsi operare, paga. Una persona transessuale che vuole farsi operare, paga. Se è una minoranza sessuale come tutte le altre. Anche qui va trovato un giusto equilibrio. Di certo non va reso patologica la situazione della transizione, però va tenuta la specificità per garantire che il percorso di accompagnamento sia un percorso per tutte le persone e non solo per quelle ricche. Questa è la prima. Sì, magari. Oui, pour revenir sur la question du parcours lui-même dans les problématiques de transition, je suis bien conscient que ça demande l'intervention d'un tas de personnes, que ce soit la justice, les représentants légaux, les médecins, les psychologues, etc. Ça fait beaucoup de monde. Mais c'est une chose qui me semble rester juste et nécessaire pour que cela reste du domaine des questions de santé. Sinon, on va ouvrir les portes à tout et n'importe quoi par rapport à d'autres minorités sexuelles, où on va se retrouver avec des questions où on va dire il vous suffit de faire de la médecine, de la chirurgie esthétique, alors qu'en fait les choses sont beaucoup plus complexes. Et donc voilà, ça peut être long, c'est un parcours imposé, mais c'est la chose la plus juste. Sinon, on se trouve dans une question de chirurgie ou de médecine, entre guillemets, esthétique, qui vont être juste des histoires d'argent. La seconda questione. Ho fatto i conti recentemente, io vedo circa
5 nuove persone che vogliono transitare alla settimana, per 40 settimane all'anno fanno 200, che moltiplicati per 35 anni fanno 7.000 persone. Quindi in vita mia ho visto 7.000 persone che volevano cambiare sesso. Sono così orgoglioso di non averne vista neanche una che è tornata indietro, neanche una. È vero che a una certa quota non ho fatto fare il percorso, non sono tornate indietro perché ho percepito prima che quella persona non doveva fare il percorso. Le persone che tornano indietro sono quelle in genere che cominciano troppo presto. Circa l'80% dei bambini cambiano idea prima dei 13 anni, cambiano idea. Quindi se uno si lascia schiacciare dalle pressioni, dall'ossessione, dalle paure dei genitori, dal denaro certe volte, allora fa una cosa troppo precoce e quindi in questo caso la possibilità di tornare indietro è molto comune. Ho visto qualche caso invece di detransizione, ma tutte le volte era stata fatta una valutazione superficiale. Tanto per dire una, mi ricordo, questa persona è venuta, era rimasto orfano e aveva una sorella schizofrenica, si capiva lontano un miglio che non voleva diventare una donna, voleva fare un'altra vita rispetto a quella schifosa che aveva. Quindi abbiamo detto no, non è questa la sua strada è l'aiuto, l'assistenza e così via familiare. È andata in un'altra città italiana, ha avuto l'autorizzazione, ha fatto l'intervento chirurgico, è tornata per voler fare la detransizione. Però questo è quando succede la detransizione. O cominciano troppo presto, oppure non resistono alla pressione. L'avete visto anche nel film quando io dico alla mia giovane assistente resisti. La pressione certe volte è molto forte, però se tu non sei convinto, non sei convinto, cioè non è che puoi per forza dire sempre sì. Poi mi ha chiesto qualcosa. Pour ce qui concerne votre question sur les regrets et la détransition, bon, je dois vous donner des chiffres. Je vois à peu près 5 personnes par semaine qui vont entamer le parcours de transition. Ça en fait donc un peu plus de 200 chaque année. Et du coup, en 35 années d'exercice, j'ai accompagné la transition d'environ 7000 personnes. Je peux m'enorgueillir et vous dire que pas une seule de ces personnes n'a voulu revenir en arrière. Pas une seule de ces 7000 que j'ai accompagnés. Les cas où il peut y avoir ce genre de regret ou d'envie de détransition, comme vous l'évoquiez, c'est que ça a été une erreur de faire la transition. Soit ce sont des gens qui ont fait trop jeunes, qui sont venus la demander trop jeunes et c'était pas malin de le faire si tôt. Ou bien c'est une question d'environnement et de pression sociale. Mais ça, c'est justement, c'est aussi notre boulot, et c'est ce que je dis à la personne à qui je passe le relais ensuite. Je dis, tu vas aussi devoir résister. Parce qu'on voit des préadolescents qui vont venir nous parler de ça ou nous demander ça. Mais en vérité, avant 13 ans, ils vont peut-être le demander. Ensuite, ils vont changer d'avis. Ils ou elles vont changer d'avis. Donc, on voit bien qu'il faut accompagner au bon moment. Et le seul cas que j'ai rencontré, moi, personnellement, d'une personne qui est venue pour une détransition et une personne qui était venue me consulter, j'avais dit non. Cette personne est allée dans une autre région où la transition a été faite. Et effectivement, trop vite, et on avait de bonnes raisons d'avoir dit que ce n'était pas adapté, ce n'était pas le bon choix. Et avec les regrets, voilà comment finalement elle est revenue chez nous. Mais parce que ça avait aussi été fait sans être le bon choix, le choix juste au bon moment. Okay. Bon, votre réponse me rassure beaucoup. C'est ce que je pense aussi, merci beaucoup. Et n'arrêtez pas de danser, vous dansez très bien. Tu n'avais pas vu tout, hein? Alex, quelqu'un avait... J'ai vu une question. Ah. Moi, j'ai juste une question concernant la circulation des échantillons, des dons d'ovocytes
de sperme. Lorsque vous étiez au téléphone tout à l'heure, enfin dans le documentaire tout à l'heure, pardon, concernant des banques de dons ukrainiens à récupérer au sein de votre service, voilà, vous évoquez aussi la question de dons qui se trouvent à Gaza, et était la question d'injustice en fait, de pourquoi récupérer telle banque de dons et pas d'autres pays. Donc je me questionne par rapport au flux de ces donations. Enfin, quel est votre... est-ce que vous avez un mot à dire dessus, de pouvoir recueillir finalement en temps de crise ou de guerre des dons de tel pays ou tel pays? La donazione è Enfin, una pas la donation, mais voilà. les échantillons, pardon, de vos sites et de sperme. Sì, però in Italia sono pochissimi i paesi nei quali la parola dono viene presa sul serio. Uno è l'Italia, uno è il Brasile, per esempio, dove le persone che donano non vengono remunerate. Non viene dato niente di soldi, perché quando tu fai un regalo, non devono essere soldi. Nella maggior parte delle altre nazioni del mondo, invece, con la scusa del rimborso spese, le donne vengono pagate e l'apparato genitale femminile viene venduto a pezzi. La vagina ha un certo nome, le ovaie hanno un certo nome, l'utero, la surrogata, ha il mostro. Cioè, tutto l'apparato genitale femminile viene venduto in questo mondo mercante. Però, questo porta a un'ipocrisia. Le donne brasiliane, quindi, vanno a donare in Portogallo, dove prendono 800 euro. I portoghesi vendono le uova agli spagnoli, perché gli spagnoli le pagano 1200 euro. Gli spagnoli li importano in Italia, dove c'è mercato, perché non avendo donatrici le vendono a più alto prezzo. I brasiliani comprano le uova dagli italiani pensando che le abbiano donate, e sono le donne brasiliane. Quindi questo giro del dono e dell'ipocrisia, diciamo così, bisogna assolutamente, come tutte le cose, evitare lo sfruttamento del femminile, lasciando comunque al femminile la libertà sul suo corpo e anche un pochettino di equità di distribuzione del reddito, perché se una donna indiana prende per una surrogacy 18 anni di stipendio, cioè manda a scuola i suoi 2 figli senza doverli mandare a mendicare con una surrogacy, ecco, questo fa riflettere anche che forse la soluzione di tutti questi problemi non è un problema sanitario, è un problema di ridistribuzione del reddito. Je dois vous rappeler que le don, la manière de fonctionner sur la base du don, n'est pas si commune que ça dans le monde. Il y a peu d'endroits où on fait un don gratuitement, ce qui me semble être le plus, sans être payé en retour, ce qui me semble être le plus logique, parce que quand on fait un cadeau, on ne se fait pas payer. C'est le cas, par exemple, en Italie et au Brésil. Mais sinon, dans la plupart des pays du monde, ces donations, effectivement, sont plutôt vendues. Et c'est comme ça que tout l'appareil génital, pour ne pas dire tout le corps des femmes, est à vendre et est vendu ici et là. Les utérus, les vagins, les ovaires, les ovules, les ovocytes, on vend tout. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, les choses circulent. En l'occurrence, une femme brésilienne qui voudrait faire un don, si elle le fait au Brésil, c'est un don, elle n'est pas payée en retour. Alors, elle va probablement aller le faire au Portugal, où elle va vendre un ovocyte pour peut-être 80 €. Mais les femmes portugaises, elles vont aller en Espagne. Oui, pardon. 800. Puis les femmes portugaises vont plutôt aller en Espagne, où elles vont le vendre pour 1000 €. Et puis, voilà, comment ça circule et que finalement, ça va repasser ensuite de l'Espagne
en Italie, parce qu'on est en manque aussi de dons sur certaines choses. Et finalement, une femme brésilienne qui va venir se faire implanter, elle ne se rend pas compte, elle croit que c'est un don gratuit. Et finalement, non, c'est peut-être quelque chose qui a coûté beaucoup. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'il y a des endroits où on a aussi besoin de cet argent. Et si une femme indienne décide de vendre quelque chose pour que sa famille, ses enfants puissent grandir dans la dignité, aller à l'école et ne pas se retrouver à mendier dans la rue, vous voyez où on en est dans cette société mercantile. Donc la question n'est pas tellement celle du don de l'argent, mais de la question de la redistribution la plus équitable possible. Merci, je crois qu'on n'a plus de temps. Merci beaucoup d'avoir Merci vraiment été avec nous aussi. Merci, madame. Merci à tout le monde. Giorgia, Yolande, Dr Bini, Muriel, voilà. Merci.